chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 juin 2026. Et je viens, comme régulièrement, à partir de l'actualité, réfléchir avec vous sur les problèmes qui se posent à notre société, en expliquant toujours d'où je parle. Je parle des droits humains, des droits de l'animal, des droits de la nature et du vrai progrès, celui des mœurs et des manières, pas celui des tonnes de béton et des kilomètres de bitume que les élus veulent imposer pour satisfaire souvent des intérêts mafieux, comme c'est le cas dans la région de Toulouse avec l'autoroute A69. Donc l'actualité, évidemment, a été marquée, comme périodiquement, il est rare qu'il se passe une année sans qu'il y ait des faits de cette nature qu'on appelle des faits divers, mais qui sont des faits d'une grande cruauté, à savoir qu'une enfant de 10 ou 11 ans a été violée et assassinée dans le Gers. C'est l'affaire Liana. Et je voudrais le commenter sous l'angle de la sociologie, de la psychologie des masses et du droit. Vous savez, des affaires comme celle-là, malheureusement, il y en a toujours eu. Et j'allais dire, ce qui pourrait paraître bien pessimiste et bien résigné à certains, qu'il y en aura longtemps. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Mais je me souviens d'un temps, en 1977, 1978, vous voyez, ça ne remonte pas à la nuit des temps. Il y avait eu dans le midi de la France une jeune fille qui avait été aussi assassinée. Ça avait donné lieu à un procès et à la condamnation à mort d'un homme, Christian Rebucci, dont certains ont pensé, c'est l'affaire du pullover rouge, qu'il était innocent. Je ne connais pas suffisamment le dossier pour me prononcer sur ce point, mais je précise tout de suite que je suis un opposant personnellement à la peine de mort, parce que je ne pense pas que la société gagne à se ranger au rang des assassins, et que couper un homme en deux, c'est pas une marque de civilisation. Oh, je comprends. La colère, la haine, le besoin de vengeance de ceux qui souffrent au point de vouloir évidemment faire du mal à celui qui a fait tant de mal, je le comprends. Mais la société n'est pas là pour se mettre au rang des assassins, mais pour, au contraire, essayer de faire qu'il n'y ait plus d'assassins. Et c'est tout cela le problème. Eh bien, en ce temps-là, en 1977, la foule, les gens grégaires, criaient à mort, à mort, à mort l'assassin de la petite fille de Marseille qui avait été tuée. Bon. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu des cris de mort contre l'assassin de la petite Liana. Non. Mais alors, chacun est parti du procès des institutions. C'est la faute à la société. Non pas à la société dans son ensemble, mais à la justice, qui n'a pas fait son travail, au gouvernement dont le ministre de l'Intérieur devrait démissionner, au président de la République, qui immédiatement a dit qu'il ne fallait surtout pas mettre en cause les effectifs, comme si un enfant dont la main était prise dans le pot de confiture disait surtout ne parlez pas de la confiture. Bon, je ne vois pas pourquoi le président de la République, avant que quiconque ait dit quoi que ce soit, nous annonçait qu'il ne voulait pas que l'on parle des effectifs. Alors, plusieurs choses dans cette affaire. Vous savez que je n'ai aucune sympathie pour l'actuel ministre de la Justice qui a commis une faute lourde, grave, qui peut-être justifiait des poursuites pénales dans l'affaire dont j'ai parlé souvent, l'affaire de Sainte-Soline, où il a créé délibérément les conditions d'affrontement, des conditions de mutilation de gens pour défendre un trou dans un champ, un trou de la FNSEA qu'il avait qualifié de République. Les gens venaient pour attaquer la République, c'était pour lancer des mottes de terre dans un trou. Honte à lui. En revanche, l'honnêteté intellectuelle dont j'essaie, je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais j'essaie de ne jamais me départir, me conduit à dire que dans cette affaire-là, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien. Je ne vais pas demander la démission du ministre de la Justice ou de l'Intérieur dans cette affaire lamentable où un homme mauvais
mauvais, a violé une enfant et l'a assassinée. Non, le ministre n'y est pour rien, le procureur de la République de Auch n'y est pour rien, pas du tout. Il faut que vous sachiez que sur les bureaux des magistrats, il y a des milliers de signalements, je dis bien des milliers de signalements de gens qui ont des comportements, disons, inadaptés et inadéquats. Bon, heureusement, tous ceux qui ont des comportements biscornus, y compris dans le domaine sexuel, ne deviennent pas pour autant des assassins. Et heureusement, sinon, il y aurait de quoi s'effrayer. Non. Qu'est-ce qui pousse un certain nombre d'êtres humains à devenir des monstres, c'est-à-dire des Fourniret? Oui, Michel Fourniret, vous savez qui c'était. Les Dutroux en Belgique, des Émile Louis, qui ont tué des dizaines de jeunes filles. Et combien d'assassins de ce type? Pourquoi des hommes pervers, au sens psychiatrique du terme, sont-ils conduits à jouir de la souffrance et de la mort qu'ils infligent à des êtres vulnérables et à des êtres faibles? Il y a là-dessus beaucoup à méditer. Et je pense que d'autres penseurs ont réfléchi aussi à ces questions-là. Je pense qu'un psychiatre américain, notamment, qui s'appelle Erich Fromm, qui est un psychiatre de la deuxième moitié du XXe siècle, avait très bien compris que dans le fond de l'être humain, il y a des pulsions de vie, des pulsions biophiles, et il y a des pulsions thanatophiles, des pulsions de mort. Et il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas de barrière psychologique et morale suffisante pour résister à leurs pulsions thanatophiles. Il y a des gens qui sont très biophiles, d'autres qui sont très thanatophiles. Si vous rencontrez les seconds, écartez-vous, éloignez-vous, car si tous ne tuent pas des enfants, tous ceux qui sont thanatophiles, feront du mal autour d'eux, seront violents, seront brutaux, brutaliseront leurs femmes, leurs enfants, ou les gens qui sont à leur portée, et auront cet instinct de domination, de possession, de soumission de l'autre. Ce sont des gens mauvais, ce sont des gens dangereux. Que faut-il faire avec eux? D'abord, il faut les dépister dans la société. Et si on les dépiste, la première chose à faire, avant qu'ils aient fait quoi que ce soit, c'est d'essayer de les soigner. Et nous manquons d'effectifs, effectivement. Vous savez qu'en France, actuellement, il y a des pénuries de psychiatres et de psychologues. On n'en trouve plus. Même les gens qui sont en souffrance ne trouvent plus, ou assez rapidement, à se faire soigner. Ce sont des questions d'effectifs. On manque de magistrats. On a 4 fois moins de magistrats en France que dans les autres pays européens. N'en déplaise au président de la République. Je ne dis pas qu'il y est pour quelque chose, évidemment, il n'y est pour rien. Bon, il n'y est pour rien dans cette affaire de meurtre. Mais si vous voulez, méfiez-vous aussi des gens qui vous disent « pensez à la dette ». Pensez à la dette, faisons des économies avec les finances publiques. Eux sont des fautifs. Je ne dis pas des criminels, parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire. Il faut augmenter massivement la dépense publique. Alors vous me direz, mais alors comment faire? En creusant la dette? Non, en changeant les règles de l'économie. Une secte, la secte libérale que je mets en cause dans ces affaires, a tout donné au privé, tout ce qui était profitable, et a laissé au public tout ce qui est non rentable. Eh bien, il faut que l'État, c'est-à-dire l'intérêt général, c'est-à-dire vous, nous, l'État, c'est pas un monstre froid. L'État, c'est la santé, c'est l'hôpital, c'est l'école, c'est la justice, c'est la gendarmerie du coin, c'est les services qui s'occupent de la protection de la nature, ce qui est très important et essentiel. Bon, c'est ça l'État. L'État doit avoir des moyens. Et ces moyens, il faut les lui donner par la possession de secteurs économiques rentables et pas faire ce qu'a fait la secte libérale, qui a tout donné aux petits copains, souvent dans des conditions très favorables. Et je pense notamment au scandale des autoroutes, évidemment, mais il n'y a pas que ça. On pourrait très bien concevoir que l'État possède des banques, des assurances. Si demain on extrait du lithium en France,
que le lithium soit vendu au profit de l'État, c'est-à-dire au profit de la santé publique, des hôpitaux, au profit de la justice, au profit de l'éducation nationale, au profit de l'intérêt et du bien public. Oui, il faut augmenter la dépense publique. Alors quoi? Une économie étatisée, une économie soviétique? Pas du tout. Non, je vais presque dire avec humour, une économie gaulliste, c'est-à-dire celle de 1945-1960, où l'État contrôlait 40%, 50% de l'économie. Ce n'est pas une économie étatisée, c'est une économie équilibrée. Mais nous sommes dirigés par une secte qui veut tout pour quelques-uns au sacrifice de tous. Donc je fais le parallèle, si vous voulez, entre le manque d'effectifs, c'est-à-dire le manque de soins des thanatophiles, des tueurs, de ceux qui ont la pulsion de mort, qu'on n'arrive pas à déceler et à soigner, et aussi à juger. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de dossiers qui s'amoncellent dans les tribunaux que les affaires ne sont pas traitées dans le temps qu'il le faudrait. Mais ce n'est pas parce que les magistrats, oh, vous savez, je ne vais pas être l'avocat des juges. Vous savez que j'ai été magistrat pendant 49 ans de ma vie, un demi-siècle dans la magistrature. Je la connais donc bien. Les magistrats ne sont pas des êtres supérieurs ou inférieurs aux autres. Pas du tout. Ce sont des gens qui sont recrutés pour leurs compétences en droit, pour leur culture générale, pour leur compréhension de la société. On les recrute sur des critères objectifs. Et j'entendais des imbéciles, parce qu'il y en a qui s'expriment dans les médias, hein, il y a des imbéciles qui s'expriment partout, hein, qui disent on devrait élire les juges. Mais oui, alors vous passeriez devant un juge RN, devant un juge LR, devant un juge socialiste, devant un juge écologiste ou je ne sais quoi, ou un soumis. Bon, vous voyez, ce serait charmant. Hein. Là, vous pourriez dire, pour le coup, c'est très problématique. Non, la justice ne doit pas être l'émanation des partis politiques. Ça ne veut bien sûr pas dire que les juges sont des martiens. Ils vivent dans la société. Ils ont des convictions. Ils ont des convictions. Et ils ont le droit, même le devoir d'en avoir. Mais quand ils sont juges, ils ne sont pas là parce qu'un parti les a désignés préalablement et que vous les avez élus parce qu'ils appartenaient à tel ou tel parti et donc ils sont en mission commandée, comme un député qui est en mission commandée par son parti. Hein? Non, les juges doivent être indépendants. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'opinion, encore une fois. Ils ont des sensibilités et ils ont le droit et même le devoir d'avoir ces sensibilités. Mais quand ils jugent, ils doivent le faire au nom de leur conscience, en toute indépendance, et non comme représentants de telle ou telle fraction de l'opinion. Deuxième objection que j'entends souvent, il ne faut pas que les juges puissent contrôler l'État, les politiques. C'est pas normal que les juges mettent en prison des anciens présidents de la République s'ils ont commis des fautes. Et pourquoi? Les citoyens ne sont pas tous égaux devant les lois? Est-ce que ce n'est pas normal que chacun de nous, quelle que soit notre situation, réponde de ses fautes quand il en commet? Donc, si vous voulez, il faut que la justice soit indépendante de l'autre pouvoir qui est le pouvoir exécutif, qui tend d'ailleurs à être devenu maintenant aussi un pouvoir quasi législatif aussi, puisque beaucoup de lois émanent du gouvernement. Donc le gouvernement, le pouvoir dit anciennement exécutif, est en fait à la fois exécutif et en grande partie législateur. Il voudrait être en plus judiciaire, ou du moins qu'il n'y ait pas de pouvoir judiciaire. Oui, ça s'appelle la dictature. Il y a des pays, en effet, où on ne peut pas, c'est pas concevable, qu'un tribunal inculpe, par exemple en Russie, M. Poutine, ou le président turc. C'est pas envisageable. Les juges dans ces pays dictatoriaux sont là pour exécuter les ordres du tsar ou du sultan. Hein? Ils ne sont pas là pour déplaire au pouvoir politique. En France, la justice est et encore était indépendante. Et je me souviens que, jeune magistrat, dans une ville du sud de la France, nous jugions en correctionnel une dame pour une affaire subalterne de travail dissimulé. Et cette dame vient avec la lettre
de l'épouse du Premier ministre de l'époque. Et le vieux vice-président qui présidait l'audience correctionnelle prend la lettre, rend sa décision très modérée, très pondérée, normale, et à l'issue de son délibéré, rend la lettre à la dame en lui disant « Madame, je n'ai tenu aucun compte de cette intervention, sinon j'aurais doublé la peine. » Voilà, c'est ça l'esprit de l'indépendance de la justice. Et il faut que la justice reste un pouvoir. Et quand les politiciens d'extrême droite surtout dénoncent la République des juges, c'est parce qu'ils veulent instaurer leur dictature de fait. Ils ne veulent pas qu'il y ait de contrôle. Ils ne veulent pas que la Cour européenne des droits de l'homme puisse contrôler les lois françaises. Non, au nom de la souveraineté, c'est-à-dire au nom de leur parti. S'il advenait par malheur qu'ils soient majoritaires, ils veulent la dictature. Ils veulent pouvoir faire ce qu'ils veulent, et bien libre, absolu, et qu'aucun droit fondamental ne vienne entraver tout cela. Ils veulent cette domination, et dans ces affaires, vous voyez, on retrouve toujours ce clivage, toujours la même histoire, et dans les propos que j'ai entendus suite à l'affaire Liana, je retrouve ce clivage permanent, cette attaque contre l'institution judiciaire, qui n'est pas plus vertueuse ou meilleure que les autres, non. Mais retenez bien ceci, le pouvoir corrompt, le pouvoir corrompt. Et le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc la seule façon qu'il y ait pour qu'un pouvoir, qu'il soit judiciaire, exécutif ou législatif, soit vertueux, il faut qu'il soit contrôlé. S'il n'est pas contrôlé, il est corrompu, il est abusif, et on glisse vers la dictature. Donc, je crois qu'il faut défendre les droits de l'homme. Il faut défendre la démocratie, qui repose sur deux piliers, la démocratie. D'une part, c'est des élections libres pour désigner des représentants politiques, que ces élections soient libres à l'issue de débats publics libres et pluriels, qu'il n'y ait pas qu'une seule presse qui distille une seule idéologie, mais qu'il y ait des journaux de droite, d'extrême droite, de gauche, d'extrême gauche, car tout le monde a le droit de citer. N'en déplaise aux néofascistes, qui sont des néofascistes parce que seules leurs idées ont le droit de citer. Dans leur presse, eux, l'adversaire n'est pas un adversaire qu'il faut réfuter. C'est un ennemi qu'il faut avilir, frapper d'ostracisme et qui n'a pas de légitimité. Liana a été assassinée. J'ai entendu, c'est de la faute des juges rouges. Je ne vois pas ce que les juges venaient faire en cette affaire, et encore moins les juges rouges, dont je doute même qu'il s'en soit trouvé quelques-uns dans les mains de ceux qui ont eu à passer ce dossier. Bon, donc si vous voulez, tout ça c'est de la malhonnêteté, et ça montre bien que la démocratie, il faut le pluralisme des opinions pour les élections, et il faut que par-delà les élections, il y ait un pouvoir qui soit un garde-fou, et qui dise, attendez, il y a des droits fondamentaux, des droits imprescriptibles, des droits qui sont supérieurs aux caprices des assemblées. Et ces droits-là, les cours suprêmes doivent pouvoir les appliquer et doivent pouvoir dire à un pouvoir politique, non, vous ne pouvez pas faire ça. Par exemple, vous ne pouvez pas frapper les étrangers, les boucs émissaires des fascistes, n'est-ce pas? C'est ça. Parce que tout ce qui se passe, c'est de la faute des étrangers. Et pour tout régler les problèmes, il suffit de foutre les étrangers à la mer et de mettre des murs autour de l'Europe. C'est idiot, et c'est surtout une basse manœuvre. C'est une très basse manœuvre. D'ailleurs, quelqu'un a pu écrire que les néofascistes, s'ils prenaient le pouvoir l'an prochain par malheur, proposeraient un référendum très démagogique qui ferait voter comme un seul homme les Dupont-Lajoie contre les étrangers, mais dans lequel ils glisseraient des formules pour retirer la possibilité pour la Cour européenne des droits de l'homme, pour la Cour de justice de l'Union européenne et pourquoi pas pour la Cour de cassation et le Conseil d'État, retirer le pouvoir à ces gens-là de dire le droit et de freiner leurs ardeurs répressives et totalitaires. Voilà mes amis, donc défendez les droits de l'homme et les droits du vivant sur lesquels on construira les droits de l'homme. Notre chaîne, je souhaite que vous la défendiez. Vous pouvez le faire en diffusant nos vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir
financièrement par le mécénat et par des dons. On va vous communiquer des adresses auxquelles vous pourrez adresser, si vous le souhaitez, bien sûr, vos dons pour aider notre chaîne à persister et à préparer l'esprit de résistance. Vive les droits de l'homme, vive les droits de la nature. À bientôt mes amis, j'espère. Je compte sur vous.